Ah, Lisiane, d'accord. Elle vient avec eux alors? Non, elle vient toute seule aussi, oui. Parce que eux, après, ils partent voir leur fille. La CRIRAD a 40 ans. Elle est née de Tchernobyl et de la détermination de Michel Rivasi à faire entendre une autre voix que le discours officiel. Pour tous celles et ceux qui l'ont connue, le choc de sa disparition brutale le 29 novembre 2023 a été violent. Son nom résonne dans les murs de la CRIRAD. Michel Rivasi avait voué sa vie à la vérité. Elle cherchait à mettre en lumière des faits, à montrer ce qu'on oublie ou qu'on essaye de cacher. C'est avec cela qu'elle a fondé la CRIRAD, dont elle a été la première présidente jusqu'à son engagement en politique en 1997. C'est ce que la CRIRAD garde d'elle. 40 ans plus tard, nous sommes toujours là, toujours aussi nécessaires, toujours aussi voués aux faits et à la vérité. Durant ces années, il y a eu 4 présidents. Michel Rivasi, Roland Desbordes, que tout le monde connaît, un drôle de bonhomme, n'est-ce pas, Roland Desbordes? Je me souviens du jour où il est venu expliquer la radioactivité aux enfants de l'institution dans laquelle je travaillais, après le tremblement de terre en Ardèche il y a quelques années. Parler à des enfants en grande difficulté, entre 2 CLI, 2 bricolages à la CRIRAD. Quelle polyvalence! Ensuite, il y a eu Didier Glatini, à qui je souhaite une bonne fête, ainsi qu'aux autres Didier dans la salle, bien sûr. Didier a fait traverser à la CRIRAD les années Covid, une crise financière, etc. Un mandat pas simple. Et puis maintenant, il y a moi. Il y a eu des dizaines d'administrateurs, des centaines de bénévoles, des milliers d'adhérents, et bien sûr, beaucoup de salariés, dont certains présents depuis fort longtemps. La CRIRAD est une institution qui s'inscrit dans le temps long. Je pense bien sûr particulièrement à Corinne Cassagnier et Bruno Charéron, que nous avons le plaisir et l'honneur d'accompagner dans leur fin de carrière. Quelle aventure! Aujourd'hui, lorsque nous regardons en arrière le travail accompli, je crois que nous pouvons être satisfaits. Les grands dossiers sont nombreux, vous en entendrez parler aujourd'hui. Et puis nous regardons devant. Les temps à venir ne s'annoncent pas plus faciles que les temps passés. Et il n'y a pas que la volonté de relance du nucléaire qui me fait dire ça. Pour autant, je crois que nous sommes prêts. Comme bon nombre d'associations, la CRIRAD est mise au défi d'assurer la pérennité de son activité alors que les anciens sont amenés à s'éloigner d'elle. Pour nous, la relève est en route et tient la barre. Je ne peux pas ne pas nommer Marion Jeanbrun et Julien Sirène qui, à la codirection, font aujourd'hui un travail remarquable avec toute l'équipe salariée et les membres du conseil d'administration. Je ne peux évidemment pas nommer tous ceux qui ont compté pour la CRIRAD ou qui comptent aujourd'hui, mais vous pourrez retrouver les noms de toute cette généalogie dans le travail minutieux de Bruno Poinas. Voilà, merci à lui. Aussi, je ne suis pas bien à l'aise pour ce discours. Certes, j'occupe la fonction de présidente, mais la CRIRAD est avant tout une aventure collective, et sans eux, sans vous autres, elle ne serait pas. Pourquoi est-ce que je parlerai plus que d'autres? Je vais donc rapidement laisser la place à ceux qui ont mieux à dire que moi. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont permis cette journée, en particulier Marion, qui a coordonné le tout avec tout l'art dont elle sait faire preuve. J'espère que nous n'aurons pas à fêter nos 50 ans. Cela voudrait dire que notre monde n'aurait plus besoin de nous. Mais je doute fort que cela arrive. Alors nous continuerons, bien sûr. Et ce ne sont pas les dossiers qui manquent. Je vous souhaite à tous une belle journée et j'invite à la table Bruno, Christian et Roland. Évidemment, la première chose qu'on a décidé de faire, c'est de rendre hommage à Michel Rivasi bien sûr, et Jacques Redoux, qui est parmi nous, je ne le vois pas mais je sais qu'il est là, a fait un petit montage d'un extrait d'une intervention de Michel Rivasi aux 30 ans de la CRIRAD, où elle racontait la naissance de la CRIRAD. La table ronde de ce matin, en gros de 10h à midi, elle est coupée elle va durer 1h30 d'exposé, en gros, puis une demi-heure d'échange avec vous, et après il y aura du théâtre d'improvisation, c'est ça? Donc cette première table ronde, elle est centrée sur la question de Tchernobyl. Il y a 3 parties principalement. La première partie, c'est genre une trentaine de minutes, la naissance de la CRIRAD. Donc il y a la vidéo de Michel Rivasi, 10 minutes. Et puis ensuite, je poserai des questions et on entendra le témoignage de Christian Courbon, qui est... je vous présenterai dès qu'il sera assis. Oui, j'ai vu qu'il arrivait. Et puis ensuite,
La deuxième partie, ce sera un peu le travail de la CRIRAD par rapport à la cartographie de la radioactivité dans les sols, et puis l'Atlas européen. Et là, je poserai quelques questions à Roland Desbordes. Et puis ensuite, on parlera de, non plus la CRIRAD en France, mais on parlera de la situation là-bas, avec des interviews préenregistrées d'un certain nombre de personnes que je vous présenterai après. Donc à ma gauche, Christian Courbon, qui a été un des fondateurs aussi de la CRIRAD et son premier salarié. À ma droite, Roland Desbordes, que Estelle nous a présenté, qui a été aussi à l'origine de la CRIRAD et qui a été son deuxième président après Michel Rivasi. Et donc, chacun va nous parler un peu de son expérience. Je vous poserai des questions pour vous faire réagir, Christian et Roland, mais bien sûr, vous êtes libres de prendre la parole quand vous le souhaitez, évidemment. Et donc, première partie, c'est cet extrait d'une dizaine de minutes du témoignage de Michel aux 30 ans, Michel Rivasi, aux 30 ans de la CRIRAD. Que la France n'avait pas, enfin le nuage n'avait pas évité la France et que les échantillons étaient contaminés, que ça soit. Alors au début, il y avait l'eau que tu avais prélevée, je me rappelle, le sol, les végétaux, après on est passé au lait, au fromage de chèvre, etc., etc. Et donc tout ça, après ça a été des semaines où on venait, je me rappelle, avec notre panier à son laboratoire pour faire des mesures de radioactivité. Et la première conférence de presse, on la doit aussi grâce à la FRAPNA. Parce que lorsqu'on a fait la première conférence de presse, je me souviens, parce que je vois que j'étais toujours aussi prof, pédagogique, on avait des fromages avec des étiquettes qui montraient le nombre de becquerels par kilo en césium, en iode qu'il y avait à Lyon. Et là, lorsque les médias étaient là, ils me disaient, mais c'est quoi ces becquerels? C'est des pétrels, c'est quoi? On nous parle de Curie, on nous parle de Sievert, on nous parle de becquerels, etc. Et il fallait, preuve à l'appui, montrer, parce qu'au début, les journalistes, ils suivaient ce fameux SCPRI, ce service central de protection contre les rayonnements ionisants de ce fameux professeur Pellerin. Donc ça a été ça le démarrage. Et grâce à l'émission Poulain, on doit beaucoup à Poulain. Vous voyez la fin là. Quand on était à Montélimar, rue Gémard, c'est qu'on a reçu 45 000 € 15 jours après. Et grâce à cet argent-là, on a pu acheter la première chaîne de spectrométrie gamma. Donc vous voyez qu'il y a eu plein de rencontres. Il y a eu des citoyens comme Yvan qui avaient déjà une association. Il y avait des scientifiques qui, grâce à leurs mesures, ont permis de dénoncer ça. Il y a eu des associations comme la FRAPNA, il y a eu des journalistes qui se sont dit, mais s'ils le disent, s'ils s'engagent, c'est que ça doit être vrai. Et puis après, on est allé à Montboucher. Et à Montboucher, il y avait un propriétaire d'une ancienne usine qui nous a dit, pendant 2 ans, on vous laisse les locaux gratuitement et vous pouvez monter votre laboratoire. Donc le premier, ça a été d'abord chez moi, après ça a été à Montbarret, après ça a été à Montboucher, et puis une autre rencontre, ça a été aussi Rodolphe Pess. Parce que Rodolphe Pess, quand on l'a rencontré pour qu'il installe des balises de mesure de radioactivité en continu, il était assez favorable, et puis il voulait que la CRIRAD s'installe à Valence. Et là, il nous a aidés pour qu'on puisse s'installer à Valence. Et puis après, il y a eu l'Alsace. Je vous dis, ces rencontres, moi, qui m'ont changé complètement ma vie. Et en Alsace, il y avait M. Richert, qui était à l'époque au Conseil général, et les Alsaciens ne comprenaient pas comment l'État les a laissés comme ça, sans information, alors que de l'autre côté du pont, les salades, elles étaient contaminées et elles n'étaient pas mangées par les gens. Et donc ils se sont dit, il faut des balises de mesure de radioactivité indépendantes. Et ça a été les premiers à déclencher, puisqu'il y a eu 3 balises qui ont été achetées par les Alsaciens. Et Rodolphe Pess me disait, à l'époque il était président du Conseil général, il me disait, mais ça ne va pas être accepté, nous, par nos conseillers généraux, parce qu'ils sont trop liés au nucléaire. Et donc, on a fait un cadre où on avait appelé tous les conseillers généraux qui sont allés en Alsace, qui ont rencontré les élus alsaciens, et suite à ce transport et à cet échange, et bien après, ils ont voté donc la première balise de mesure de
de radioactivité dans la Drôme, et notamment il y en a eu une à la Crérade et une à Valence. Et puis, Rodolphe, là où il était très surpris, c'est qu'il avait été attaqué par le préfet. Le préfet lui a dit, si jamais vous achetez une balise, eh bien, vous aurez un procès sur le dos, parce que ce n'est pas la compétence du Conseil général, c'est la compétence de l'État. Et lui, il me dit, jamais j'ai été menacé. On a toujours acheté le matériel qu'on voulait, même si ce n'était pas forcément la compétence du Conseil général. Et c'est là où certains élus ont vu qu'il y avait vraiment une raison d'État par rapport à ce mensonge de Tchernobyl. Et donc, c'est vrai que c'est une histoire, vous voyez, qui est partie des citoyens. Maintenant, on parle beaucoup de lanceurs d'alerte. Eh bien, on a été les premiers lanceurs d'alerte. On a été les premiers lanceurs d'alerte, on a été les premiers lanceurs d'alerte citoyens. Vous voyez, c'est parti des gens, on a utilisé la compétence de certaines personnes, on a utilisé aussi le courage de certaines personnes. Parce qu'il ne faut pas vous dire que c'était un long fleuve tranquille. On était attaqués tout le temps par le préfet. Rappelez-vous Barza qui disait qu'on faisait des mesures dans notre cuisine, par Madelin à l'époque qui disait qu'il n'y a aucun souci. Alors je ne raconte pas Pellerin et Claquic, mais c'était vraiment une volonté de lutter contre un mensonge d'État parce qu'il ne fallait pas alarmer la population française puisqu'on avait choisi le tout nucléaire et qu'il ne fallait pas dire aux gens que, d'abord, un accident, même s'il arrive en Ukraine, eh bien, il peut toucher la population de la Drôme et puis de l'ensemble de l'Est avec les Corses, et puis en même temps qu'il peut arriver un accident en France. Et puis il y a eu la rencontre avec les Corses, comme je parle de la Corse, avec ce fameux docteur Fauconnier et Marie-Antoinette Fauconnier, où là, lorsqu'ils nous ont téléphoné pour faire des mesures sur le lait, on a été énormément surpris de trouver des mesures très importantes. Il y a eu des laits à plus de 10 000 becquerels par litre en iode. Or, il faut savoir qu'à 5 000 becquerels, eh bien, vous saturez la thyroïde d'un jeune enfant. Eh bien, tout ça, eh bien, on l'a découvert au fur et à mesure. Et pourtant, on entendait de la part de certains scientifiques qui étaient un peu critiques sur le nucléaire, mais pourquoi ils ne nous ont pas alertés alors que ce n'était pas si grave que ça? Mais si, ça a été grave. Tous les gens qui pratiquaient l'autoconsommation, et notamment en Corse, parce qu'ils ne vont pas faire leurs courses dans les grandes surfaces lorsqu'ils sont dans les villages, et tous les gens qui faisaient du bio, qui avaient, vous voyez, leur jardin potager, mais ça a été les personnes les plus touchées, les plus contaminées. Et puis après, il y a eu l'association française des malades de la thyroïde avec Chantal Lois, où tous ces gens, il y a eu une augmentation de plus en plus importante des malades de la thyroïde. Et qu'est-ce qu'on leur disait? Eh bien, on leur disait, mais non, vous n'êtes pas malade vis-à-vis de l'iode radioactif. Vous êtes malade parce qu'il y a un meilleur diagnostic pour identifier les malades de la thyroïde depuis 1986. Vous comprenez, avant, il n'était pas bon, mais après, il était bon. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cancer de la thyroïde. Et sans arrêt, on avait des désinformations, sans arrêt, les scientifiques et Pellerin qui avaient été appuyés de façon éhontée par les scientifiques, parce qu'il ne fallait pas montrer qu'il y avait des maillons faibles. Et puis après, il y a eu Rocard en 88. Et Rocard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, maintenant, tout le monde peut donner des mesures de radioactivité, alors qu'à l'époque, il fallait absolument passer par le SCPRI. C'est-à-dire que Pellerin demandait à EDF, au CEA, à la COGEMA à l'époque, de fournir toutes les mesures de radioactivité, et c'est tout seul, lui-même, qui donnait les mesures de radioactivité. Quand vous avez vu le reportage, c'était assez incroyable, juste avant d'arriver à l'émission de Michel Polac, avec François Mosnier, on nous donne ce document. C'était le premier document officiel qu'on avait sur les mesures de radioactivité. Et vous voyez, on avait très peu de temps, on avait 2 minutes pour regarder s'il y avait des anomalies. Et c'est vrai qu'à Cruas, puisque le directeur de la centrale, un jour dans l'avion, m'avait dit, Madame Rivasi, je vous donne quand même les mesures qu'on a fait à Cruas. Et c'est vrai qu'elles étaient très importantes. Là, on parle de 240 000 becquerels par mètre carré au niveau surfacique, mais au niveau de l'eau de pluie, c'était incroyable. Et d'ailleurs, même les gens de la centrale avaient averti leur famille d'enlever le linge, de ne pas sortir de gamin, etc. Mais c'était en milieu clos. Eh bien, ce document du SCPRI, c'est là où ils avaient fait des mesures en Corse, avec des niveaux très importants. Quand il y a eu la juge Berthela Geoffroy, qui avait été, puisqu'il y a eu une plainte, elle a fait des perquisitions au SCPRI, elle a retrouvé tous ces documents, il y avait marqué « confidentiel à ne pas divulguer ». Parce qu'il y a eu des normes européennes. Et là, les normes européennes,
elles étaient à 600 becquerels pour le césium 134 et 137 par kilo, donc ça c'était pour tous les aliments, et 370 pour le lait et les aliments donnés aux nourrissons. Quand on était à des laits à 10 000 becquerels, même Madame Clessens, qui faisait de la culture de plantes aromatiques, quand elle était à 1000, à 2000, à 3000 dans le thym, mais on dépassait complètement les normes. Et là, que disait Pellerin? Eh bien, Pellerin disait, mais c'est des normes économiques, mais absolument pas des normes sanitaires. Ils veulent nous pénaliser, nous, la France. Ce qui est affolant quand même dans cette histoire, c'est le fait que tous les élus, de droite comme de gauche, eh bien, ont suivi les grands technos, si vous voulez, du lobby nucléaire. Il y en a eu très peu qui ont eu ce courage de dire on est en désaccord. Et on a laissé faire pendant des années. Il a fallu 20 ans. Et là, la CRIRAD, moi je tiens à rendre hommage à tous les membres de la CRIRAD. Parce que si vous n'aviez pas été là, on ne serait pas là aujourd'hui. On va tous s'auto-rendre hommage aussi. C'est toujours émouvant d'écouter Michel, d'abord parce qu'évidemment elle nous a quittés, et puis parce que sans elle et sans vous tous qui êtes à cette table et vous tous qui êtes dans la salle, on ne serait pas là aujourd'hui. 40 ans après, c'est quand même impressionnant de penser que la structure a tenu debout aussi longtemps grâce à beaucoup de gens qui sont dans cette salle, que ce soit des administrateurs, des salariés. Nous avons dans la pièce où nous avons aujourd'hui, je pense, 2 personnes qui ont dirigé la structure. Corinne Castagnier qui était là il y a quelques secondes et qui va revenir. Il me semble que je vois Yves Girardot aussi qui est là, qui peut lever la main aussi. Et puis en co-direction actuellement, vous avez Julien qui est au premier rang et Marion que vous avez vu tout à l'heure à la table. Alors Christian, toi qui as été aussi à l'origine de la fondation de la CRIRAD et son premier salarié, est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi tu t'es engagé dans cette histoire? Alors, près du micro. Michel a assez bien résumé, elle a fait tout le boulot, là. Moi, parce que, enfin, avec une pointe d'ironie, parce que j'habitais juste à côté de Michel Rivasi, et on se connaissait avant la CRIRAD. Donc j'ai été le premier contaminé par la proximité. Voilà. À cette époque, j'avais du temps de libre, je m'occupais de mes enfants, et donc j'étais disponible. Voilà comment ça s'est passé. Et après, voilà, tout s'est enchaîné. Ce que Michel a dit, bon, le premier labo a été monté à Pont-de-Barret, dans la cave d'une usine, donc un copain m'avait prêté le local. Et après, on est allé à Montboucher, fin 86. Voilà. Et donc, l'histoire, enfin, le nerf de la guerre du truc, c'était l'achat de la première chaîne de spectrométrie gamma, qui a mis un coup au cœur à Pellerin, parce que lui, il travaillait avec des anciens détecteurs. Alors, il en avait beaucoup, dispersés partout. Et après, qu'une association régionale de Montélimar se permette de faire des mesures de radioactivité avec un matériel plus pointu que lui à l'époque. Là, il était vert de rage. Voilà, pour la petite histoire. Bon. Par rapport à l'étape, la toute première étape de mesure, donc vous avez amené des échantillons à un laboratoire de physique nucléaire à Lyon. Le professeur Béraud, d'ailleurs, nous l'avions invité, Roland. Et il est présent là. Ah, il est venu finalement? Non, mais dans ah oui, bien sûr. Il est juste à gauche de Michel Rivasi. On l'avions invité et puis il a décliné parce que il a un certain âge maintenant. Mais comment ça se passait ces mesures avec lui dans son labo? Vous faisiez des analyses de quel type d'échantillons? On montait une fois par semaine, une journée entière à Lyon, avec tous les échantillons que les gens nous envoyaient et que surtout on collectait nous-mêmes, quoi. Donc on a fait un peu tous les produits du coin, le foin, le fromage, les sols, des trucs comme ça. Et donc on passait une journée entière à Lyon, c'était l'expédition avec une voiture qui était chargée à bloc,
avec tous les échantillons. Et donc Robert Béraud nous avait laissé gracieusement un petit local, plus proche du placard à balai que du local, et où on faisait toute la journée de la spectrométrie gamma sur les échantillons qu'on avait pu collecter, que les gens nous avaient confiés aussi. Voilà, c'était les premières mesures. Après, on a eu notre détecteur et là, on a pu travailler nous-mêmes. Et vous qui à l'époque n'étiez pas forcément des spécialistes de la métrologie de rayonnement, en fait, les personnes qui vous ont vraiment aidé, c'est qui finalement? Il y avait Robert Béraud, il y avait ses assistants, il y avait d'autres personnes de la fac aussi à Lyon, à Villeurbanne. Et puis il y avait aussi François Mousnier, qui était l'instigateur de toute la spectro gamma, qui était l'ancien mari de Michel Rivasi. François Mousnier, d'ailleurs, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il, comme il était pilote de ligne, n'est-ce pas? Oui. Il a joué un rôle aussi dans la prise de conscience de Michel et de vous tous par rapport à ce qui se passait dans d'autres pays, non? Ah oui, parce que lui, ce qui avait alerté un peu tout le monde, et surtout lui, c'est qu'il faisait des longs courriers, et à chaque fois qu'il atterrissait, beaucoup de gens se précipitaient sur l'avion pour faire des frottis sur les ailes. Et c'est là qu'ils ont vu que c'était répandu un peu partout. Dans les premiers mois de la CRIRAD, ou disons les premiers mois, est-ce que tu as le sentiment, est-ce que vous avez suivi des pressions? Est-ce que toi tu t'es senti, vous êtes senti sous pression, des menaces ou quelques types de pressions? Oui, on recevait des courriers infâmes. Alors, on était écoutés téléphoniquement, parce qu'à cette époque, quand il y avait des écoutes téléphoniques, ça faisait un bruit particulier, c'était assez reconnaissable. Donc on entendait le gong, on savait qu'on était écouté. Plus tard, après, quand on est venu sur Valence et tout, ils nous surveillaient aussi, puisque même les RG venaient nous voir au laboratoire, sitôt qu'on achetait un billet d'avion pour un endroit improbable, pour savoir ce qu'on allait faire. Voilà. Carrément, ils venaient. Ça t'a pas traumatisé plus que ça, disons? Ah ben non, on n'avait pas le temps de se laisser aller à ça, quoi. Pendant ces premiers mois, tu dirais que dans la société, c'est quoi les forces qui vous ont le plus aidé? Est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est les élus? Michel a parlé un petit peu du rôle des élus qui se sont mouillés la chemise. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de la société qui ont été vraiment un soutien pour vous? Ah oui, mais un peu. Bon, les médias nous ont quand même beaucoup aidés. J'ai une pensée pour Corinne Lalo, qui avait fait le premier reportage dans le laboratoire, dans la cave de Pont-de-Marais, qui a été assez bien diffusé. Après, il y en a eu plusieurs qui ont été faits aussi par Patrick Esther, qui était journaliste à France 2 en antenne, je ne sais plus. Voilà, les médias étaient très présents, et puis les élus, les associations aussi, les associations environnementales, écologistes aussi, voilà, qui nous ont donné pas mal de coups de main, notamment Rodolphe Pess, le maire de Valence. Rodolphe Pess, qui a, je crois, à peu près 90 ans. 90 ans, et est-ce que Julien, tu es dans la salle? Je te vois. Il est parti, ok. Pour en parler. Et puis peut-être, Christian, une dernière question sur quelles sont les choses qui t'ont le plus choqué dans cette première année de la CRIRAD ou juste après? Je te ferai réagir tout à l'heure sur ce que tu as vécu à Tchernobyl, mais c'est ça dans un autre moment. Mais sur la partie française... Ben le plus important cette première année, c'est qu'il y avait des citoyens qui ouvraient, entre guillemets, leur gueule et qui pouvaient faire des mesures de radioactivité. Jusque-là, c'était réservé à des gens comme au SCPRI qui venaient nous voir aux journaux télévisés en blouse blanche en nous disant « Braves gens, tout va bien ».
Et c'était la première fois qu'il y avait un laboratoire indépendant avec son propre outil de mesure. Ça a été le plus important. Voilà. Parce que jamais ils ont pu mettre en cause les chiffres que l'on fournissait. Ils ont essayé, bien sûr, voilà, mais ils sont pareils. Peut-être un mot sur les champignons et le déséquilibre du césium 134. Alors déjà, bon, avec tous les biologistes qui nous entouraient, on s'est rapidement penché sur les champignons. Et donc on avait beaucoup de champignons qui arrivaient au laboratoire. Je pense que les facteurs de Montboucher s'en souviennent, parce que des champignons qui voyagent en colis non réfrigérés, quand ils arrivent au laboratoire, lui, même en plein hiver, il avait ses fenêtres ouvertes. Et donc, on avait travaillé beaucoup sur les champignons, et on connaissait le rapport de Tchernobyl, ce qu'on appelait le rapport de Tchernobyl, entre les deux césiums, le césium 137 et le césium 134. Et un jour, on a reçu des champignons qui venaient du sud-ouest, et on avait un fort déséquilibre entre le césium 137 et le césium 134. Et c'est là qu'on s'est aperçu, mais ça avait été constaté avant déjà par les services officiels, mais bon, personne n'était informé de ça, que c'était les retombées des essais nucléaires aériens qui avaient provoqué ce déséquilibre. On trouvait plus de 137 qui a une période qui est longue et de 134 qui a une période courte. Donc là, ça a été une découverte aussi. Comme on arrive au bout de la première demi-heure et que je suis censé surveiller le temps, on va passer tout de suite à la deuxième partie. Ah oui, Julien, je t'ai cité tout à l'heure, comme tu avais croisé Madame Pesse, c'était pour savoir si tu avais des nouvelles de Monsieur Rodolphe Pesse. Non, parce que c'est manqué. Donc la deuxième partie, les questions avec la salle, il est prévu que ça soit au bout d'1h30. Hein. Donc c'est pour ça que je ne vous passe pas la parole. Et puis de toute façon, à la CRIRAD, on n'est pas démocratique. Hein, donc la deuxième partie, c'est rapidement les mesures de contamination des sols. Donc le laboratoire de la CRIRAD a fait des mesures, Michel l'a dit, sur les aliments. Et puis il y a eu tout un travail de reconstitution des retombées à partir de carottages de sol qui ont été faits un peu partout en France. Hein. On estime qu'il y a eu 150, 160 carottages de sol qui ont permis de reconstituer les dépôts, de voir d'ailleurs à ce moment-là qu'il y avait, avant Tchernobyl, il y avait déjà eu une contamination très importante par les essais nucléaires militaires atmosphériques qui ont été particulièrement intenses dans les années 50-60. Et puis cette carte a permis de montrer, carottage fait entre 1987 et 1993, de montrer que les retombées de césium-137 de Tchernobyl sur la France étaient particulièrement importantes, mais vous savez tout ça, sur un tiers est, disons, de la Corse à l'Alsace, en passant par notre région, par le Jura par exemple, avec des niveaux de dépôt en césium-137 qui dépassaient parfois 10 000 becquerels par mètre carré, parfois 30 000 becquerels par mètre carré, alors que les chiffres publiés au mois de mai par le fameux professeur Pierre Pellerin du SCPRI étaient 100 fois plus faibles, voire 1000 fois plus faibles. Donc là tout de suite, la CRIRAD a mis en place des outils scientifiques qui ont permis de démontrer tous ces mensonges, toute cette sous-estimation de la réalité de la contamination. Alors sur ces carottages, Christian, puisqu'on peut dire que tu en as peut-être fait, je sais pas, 90%, peut-être plus, est-ce que tu veux nous raconter quelques anecdotes, par exemple en Corse? En Corse, oui. Donc, comme j'étais ami avec Michel Rivasi antérieurement, il me dit, bon, il y avait aussi nos amis les fauconniers qui avaient fait beaucoup de boulot là-bas, qui nous avaient fait parvenir du lait, du foin, des fromages. Michel en a parlé. Et elle me dit, bon, on va faire un tour en Corse, tu viens avec moi, enfin avec nous, on est partis tous en famille.
et on avait emmené un tube pour faire des carottages. Voilà. Donc les vacances en Corse se sont concrétisées par une série de carottages, tant et si bien que pour monter sur le ferry, ma voiture avait du mal parce qu'elle traînait par terre. Voilà. Donc c'était les vacances en Corse. Du coup, tu as sacrifié pas mal de voitures pour la Crira. Oui, au moins 2. Elles t'auraient été remboursées, bien sûr. Oui, bien sûr. Par rapport, donc il y a eu ce travail scientifique de référence fait par le laboratoire. J'ai rendu hommage vite fait à Corinne Castagnier, qui n'était pas là quand je l'ai dit. Elle est là au fond, toujours aussi discrète. Mais vous la voyez, Corinne, qui a été aussi une des premières salariées, mais elle avait commencé bénévolement. Et il n'est pas prévu qu'elle vienne à la tribune, mais Corinne a joué un rôle absolument majeur sur tout ce qu'a pu faire la CRIRAD sur le plan scientifique, sur le plan des attaques en justice aussi. On n'a pas prévu d'en parler de façon approfondie, mais c'est important de le mentionner. Et puis, j'aborde un autre point, c'est que il y a une personne qui a joué un rôle important aussi après pour relancer un peu l'activité sur la dénonciation des retombées. C'est André Paris, que tu avais invité, Roland, et qui n'a pas pu venir, avec Thierry Constantin Blanc aussi. Ce sont 2 citoyens. André est un géologue indépendant, on va l'appeler comme ça, et André avait des informations, il vit dans les Alpes, des informations montrant que dans le milieu alpin, le Mercantour par exemple, il y avait eu non seulement des retombées particulièrement intenses de Tchernobyl, mais aussi des phénomènes d'accumulation avec à certains endroits, et ça existe toujours, un niveau d'accumulation de césium-137 de Tchernobyl qui est tellement intense que certains de ces sols peuvent être qualifiés aujourd'hui de déchets radioactifs, c'est-à-dire que si vous allez chercher certains échantillons aujourd'hui en altitude en milieu alpin et que vous les ramenez au labo, eh bien, vous ne pourrez pas les jeter à la poubelle, ils sont tellement contaminés par endroit que ce sont vraiment des déchets radioactifs. Donc André était venu nous voir au départ pour mettre au point des mesures comme ça sur le terrain. Il a commencé son travail avec un petit compteur Gégère Quartex, le Quartex bleu. Certains d'entre vous l'ont sûrement utilisé. C'est devenu après le Radex, mais c'est le même tube Gégère-Muller. Et il a commencé à faire des mesures dans le Mercantour, les écrins. Il nous a ramené des échantillons il a fallu les préparer, les analyser. Ils étaient quand même relativement radioactifs, donc des difficultés en termes de radioprotection pour préparer tous ces échantillons. Et puis on a lancé pas mal de communication dans les années 96-97 sur la radioactivité, justement dans les écrins, dans le Mercantour, la contamination également des champignons. On a essayé de sensibiliser Bernard Kouchner, qui était à l'époque secrétaire d'État à la santé, emmené dans le Mercantour en 98, lui montrer les points chauds. Il s'était engagé d'ailleurs à mettre en place quelques balisages. Mais comment voulez-vous baliser, décontaminer les montagnes entières les Alpes, du Mercantour, en passant par la Suisse, en allant... c'est tout l'arc alpin qui a ces problèmes en altitude de contamination importante. Et Roland, à force de faire des cartographies comme ça, de montrer l'intensité de la contamination, ça aboutit aussi à la publication d'un atlas qu'on a appelé l'Atlas CRIRAD et André Paris, qui a été publié au début, on va dire, des années 2000. Et Roland, dans le cadre des activités de communication, tu as participé à des conférences, réunions à Paris, pour essayer d'obtenir que les autorités, l'IRSN, reconnaissent enfin la réalité de la contamination qu'avait révélée la CRIRAD depuis bien longtemps. Est-ce que tu veux nous parler de ces réunions avec l'IRSN ? Oui, alors à l'époque j'étais devenu président, Michel Rivasi est parti en politique en 97, donc après 11 ans de présidence, et je l'ai remplacé, et donc c'est moi qui suis retrouvé dans les années 2000 à gérer la communication, en particulier par rapport à cet atlas. Un travail remarquable, il faut le reconnaître, qui a été fait vraiment en partenariat avec André Paris et la CRIRAD. Et ça, moi je suis admiratif de ce qui s'est passé à l'époque, parce que c'était pas facile de travailler avec André. Il avait
sur le terrain. Il avait d'abord un langage extrêmement fleuri, complexe. Il fallait un peu un décrypteur pour comprendre ce qu'il voulait dire, mais quelqu'un qui a eu un engagement extraordinaire. Je pense qu'il aurait aimé être là. Malheureusement, il est âgé, il a quelques soucis de santé, il habite dans la montagne au-dessus de Gap, et on reste en relation. Mais ça n'a pas toujours été facile de travailler avec lui parce qu'il a fallu justement faire des confrontations entre une approche laboratoire, purement, nous c'était, et puis une approche de terrain, ce qu'on voit sur le terrain, quels outils, et comment on essaye, 10 ans après, 10 ans après Tchernobyl, en gros, de rétablir, enfin de reconstituer ou de trouver, de faire une cartographie. En gros, l'idée était bien là, dès le départ, on va faire un atlas des retombées radioactives de Tchernobyl. Et France et Europe, parce qu'après, il est allé plus loin encore, on est allé au-delà de nos frontières. Ça, cet atlas, quand il est sorti, donc début 2000, fin 1999, début 2000, ça a beaucoup dérangé dans le milieu scientifique. Pourquoi ? Parce que ça remet en cause totalement les cartes de l'époque, comme Bruno l'a dit, qui auraient, si elles avaient été exactes, Tchernobyl était un non-événement en France. Quand on a les chiffres du SCPRI de l'année 86, des chiffres sont tellement faibles qu'on n'aurait rien fait. La CRIRA n'existerait pas si ces chiffres-là étaient exacts. Il fallait démontrer donc que ces chiffres étaient faux, et avec plusieurs ordres de grandeur, faux, et que c'était grave. Donc, il a fallu donc rapprocher les méthodes. C'est ce qui a été fait. C'était compliqué parce qu'il fallait faire beaucoup de mesures. La méthode carottage qui a été appliquée au début, c'est une méthode lourde sur le terrain. Hein. Christian a dû suer à certains endroits, faire un carottage enfin, c'est même pas un trou, c'est 3 trous au même endroit sur plusieurs dizaines de centimètres. Il y a des sols où difficile, quoi. Après, c'est beaucoup d'analyses labo, donc ça coûte cher. Il a fallu que les premières mesures ont été commandées par la région Alsace, parce que eux, ils étaient aux premières loges du mensonge. En gros, le nuage était bien reconnu en Allemagne, il était nié en France. Or, il n'y a que le Rhin entre les deux. Bon, c'était évident qu'il y avait les élus alsaciens ont très mal vécu cette situation. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé. Mais comme ça coûtait cher, on ne pouvait pas faire des milliers de carottages. On en a fait entre 100 et 200, 150, je ne sais plus. Mais faire des milliers, ça aurait demandé des moyens qu'on n'avait pas. Donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché, enfin qu'on a accepté le challenge que nous a lancé André Paris, de dire on va développer une autre méthode, plus rapide, plus simple, mais en même temps qui prouve qu'on ne se trompe pas. On n'avait pas droit à l'erreur, on le savait. Donc cet atlas est sorti dans les années fin 99-2000. Comme les cartes de l'époque 86 étaient encore plus ou moins à quelques détails près, quasiment les mêmes, il y avait des détails qui avaient changé en cours de route. En gros, on avait corrigé certaines choses. Mais dans le fond, on était surtout sur des valeurs totalement sous-évaluées. C'est pour ça qu'on a dit il faut qu'on publie cet atlas. C'est comme ça qu'on a trouvé un éditeur, Yves Michel. Je le salue au passage. Je crois pas qu'il soit là aujourd'hui, mais il est resté très proche de la CRIRAD, qui a pris le risque d'éditer cet atlas. Bon, il ne l'a pas regretté parce que ça a été sa meilleure vente. Il faut le reconnaître. Bon, il y a même eu une réédition, on a arrêté et on s'est tous mis d'accord, lui et nous, la CRIRAD, pour le mettre en accès libre sur Internet, ce qui est, je dirais, très très bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, puisqu'on ne trouve plus le livre, d'ailleurs, son prix sur Internet grimpe en permanence, parce qu'effectivement, on ne le trouve plus. Voilà. Donc, il fallait interpeller nos autorités en direct pour que, et ça a été ma mission, pour faire reconnaître que notre travail, c'était pas du pipeau, voilà. Donc on avait convoqué une conférence de presse à Paris, où on avait invité l'expert de l'époque, qui s'appelait l'IRSN, avec des experts que nous avons rencontrés sur le terrain. On les connaissait, les experts de l'IRSN. Parce que vous savez, ces gens de l'IRSN, c'était
des scientifiques, beaucoup issus du CEA, donc évidemment qui étaient dans le sérail du nucléaire, mais il y avait là-dedans des gens tout à fait honnêtes, passionnés par leur travail qu'on appelle la radioécologie, c'est-à-dire l'étude de la radio et de l'environnement. Sauf que ils n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent avant Tchernobyl. Arrive Tchernobyl, quand vous êtes scientifique dans un labo, vous étudiez l'environnement et qu'il ne se passe rien, en gros, c'est pas très palpitant. Et là, tout d'un coup, il se passe un événement. Et là, tous ces scientifiques, qui beaucoup étaient rattachés à Cadarache, sont partis dans la nature, parce qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, ces gens-là, on en a rencontré sur le terrain, on a pu échanger, etc. Et donc là, on les a convoqués à Paris en leur demandant, publiquement, est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres, tels qu'ils ont été publiés là? Et publiquement, ils ont dit, ok, on est d'accord, globalement. Évidemment, il y a toujours des petites discussions dans les coins, des petits détails sur une commune, sur des particularités, parce que les dépôts, ils n'ont pas été uniformes. Il y a eu surtout débat sur la Corse. La Corse est un peu particulière, au point de vue pluviométrie, au point de vue terrain, géologie, etc. Mais, globalement, il a dit, on est d'accord. Et même Didier Louva, cet expert de l'IRSN à l'époque, a dit, moi, quand il y a des étudiants qui débarquent stagiaires dans le labo, je leur donne l'Atlas CRIRAD et je leur dis bossez là-dessus et après on parlera. C'est dire qu'il y a eu une reconnaissance. Évidemment, ça a provoqué un tollé dans la hiérarchie de l'IRSN et au-delà de l'Académie des sciences et des institutions, je dirais, qui d'habitude ont l'habitude de protéger le nucléaire en France. On les connaît, on s'est confronté plusieurs fois à elles. Voilà, ça a été, il y a même eu le professeur Orango qui a créé un groupe de travail pour démolir, en fait, ça, etc. Donc il y a eu une levée de bouclier derrière. Et Didier Louva a été muté dans un laboratoire, dans un bureau, à l'AIEA à Vienne. On ne l'a jamais revu. Voilà à peu près comment s'est passé, quelques détails. Voilà, c'était un des épisodes. Il y en aurait beaucoup à raconter sur cet atlas, parce que, je crois que tu en avais parlé, c'était localement, ça a provoqué quelques tollés. C'était, tu nous parlais de... Oui, par exemple. Peut-être avant d'en parler, je voudrais juste dire un mot sur le fait que même si aujourd'hui, dans le monde scientifique, il est reconnu que l'évaluation qu'a fait la CRIRAD des retombées de Tchernobyl à partir de ses premiers travaux entre 87 et 96, que ce travail, c'est bien ce travail qui représente la réalité et non pas les évaluations initiales du professeur Pellerin, c'est reconnu dans les milieux scientifiques, mais ce n'est pas reconnu de façon officielle, au sens où, jusqu'à présent, l'État français n'a jamais dit « oui, nous avons pas protégé, et donc nous avons commis des fautes au moment des retombées de Tchernobyl ». Ça, pour l'instant, on n'a pas réussi à l'obtenir, et c'est pourquoi la CRIRAD, il y a quelques jours, a réécrit au président de la République, d'une part, au ministre de la Santé, au président de la SNR, pour leur demander, est-ce que 40 ans après, ils leur reconnaissent que oui ou non, à l'époque, il aurait fallu agir autrement. Parce que si ce n'est pas fait, ça veut dire que, en cas de nouvelles retombées importantes, on sera peut-être mangé on subira peut-être des niveaux de désinformation et d'absence de protection équivalents. Alors effectivement, tout ce travail ne s'est pas passé facilement, et il n'est jamais facile d'ailleurs. Et Roland, suite à la publication de l'Atlas, la CRIRAD a été assignée en justice par le maire de Sisteron. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous reprochait et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, vous savez, l'Atlas a été constitué, vous avez tous vu un Atlas avec des codes couleurs, c'est-à-dire en gros 2 temps de becquerel par mètre carré, à temps de becquerel, c'est telle couleur. Et puis quand vous êtes au-dessus, c'est une autre couleur, etc. Ce qui fait que quand vous regardez un Atlas comme ça, sans regarder les chiffres, vous voyez tout de suite, ah ben tiens, là il en est tombé plus que là. Voilà, bon, c'est à ça que ça sert un Atlas de ce genre. Et là, il se trouve que, vous connaissez Sisteron, belle ville, dans la vallée de la Durance, enfin du Buèche, la Durance,
Et son maire, M. Spagnou, est un maire qui est très, très, je dirais, accro au tourisme qui passe dans la région. Et il a quelque chose pour attirer les gens, la citadelle de Sisteron. La citadelle qui est juste au-dessus de Sisteron, qu'on voit de loin, qui est magnifique, c'est vrai. Et il se trouve que sur la place, eh ben, à la citadelle, il y a un niveau supérieur de radioactivité par rapport à ce qu'on trouve en bas, dans la ville, parce que c'est un peu en hauteur, hein, dans la ville ou dans la vallée de la Durance. Et du coup, évidemment, ça ressort. Et ça, c'est un scandale. Quand on fait ressortir un haut lieu de tourisme en montrant qu'il y a une radioactivité supérieure là, c'est pour ça que M. Spagnou avait décidé de porter plainte contre Acquera. Donc, c'était auprès du tribunal de Digne, les Bains, et donc, en tant que président, j'ai été convoqué par le procureur qui instruisait la plainte de M. Spagnou. Bon, j'y suis allé, c'était assez drôle, parce que je lui dis, mais je ne comprends pas, il n'y a pas photo, c'est sûr que c'est ça. C'est pas nous qui avons fait exprès de montrer la citadelle, c'est une réalité. Alors c'est vrai qu'il y a une particularité très 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 locale là-haut, c'est qu'il y a des grandes dalles de pierre, et tout ce qui tombe sur les dalles, ça se retrouve au pied des dalles. C'est des dalles inclinées. Et donc au pied de ces dalles, vous avez un peu plus de radioactivité qu'à quelques mètres plus loin. Du coup, il ressort un code. Bon, ça s'explique parfaitement, hein. Et donc, je dis, M. Spagnou n'a aucune chance de gagner, c'est nous qui avons raison là-dessus. Il nous accusait, alors, suivant un article du droit, je n'y connais rien en droit, mais qui m'avait fait beaucoup rire, c'était en fait de troubles à l'ordre public, avec l'objectif de troubler la paix publique. La paix publique. Et là, je dirais, ça sort d'où ça? La paix publique et pas l'ordre public. Et la paix publique, c'est un article qui est sorti dans le droit français pendant la dernière guerre, du temps de Pétain. C'est Pétain qui parlait de paix publique et pas d'ordre public. Bon, c'était une anecdote, on pourrait en parler longtemps. Bon, je lui ai dit, de toute façon, il n'a aucune chance de gagner. Le procureur a dit, mais oui, il n'a aucune chance de gagner. Je vais essayer de le dissuader. Et la veille du procès, il nous a appelé et a dit, Monsieur Spagnou vient de sortir de mon bureau, il a retiré sa plainte. Voilà. J'ai beaucoup regretté, du coup, parce qu'on aurait eu un moment drôle. On l'a pas eu. Frustration. Frustration. Alors cette frustration va nous amener, on va déjà aborder maintenant un peu la troisième partie, même si on est légèrement en avance, parce que je pense que c'est pas mal qu'on vous passe la parole assez rapidement et qu'il y aura des vidéos dans la partie numéro 3. La partie numéro 3, c'est de parler un petit peu de ce qui se passe, ou ce qui s'est passé là-bas, évidemment, en Ukraine et au Bélarus, en tout cas dans les environs de Tchernobyl. Peut-être avant, je voulais dire que pour le début, on avait invité Noël Mamère, que tout le monde connaît, je pense, un ancien journaliste, qui a joué un rôle aussi important dans la révélation du scandale. Il avait au départ indiqué l'année dernière qu'il viendrait nous rejoindre, et puis finalement, il avait un empêchement. Donc, mais je le salue, nous le saluons au passage. Alors, par rapport à la situation là-bas, à Tchernobyl, avant de vous montrer une vidéo d'une scientifique qui s'appelle Kate Brown, j'en parlerai juste après, est-ce que, Christian, tu as envie ou pas de nous dire un peu ce que tu as ressenti quand tu es allé à Tchernobyl dans les années, on va dire 2000, hein, c'était en 2000, n'est-ce pas? Oui, c'était l'année 2000. Ça fait drôle, puisque Tchernobyl, on en parlait depuis 86, et quand on se retrouve en 2000 devant le panneau routier Tchernobyl, ça fait bizarre. Donc on a eu l'autorisation d'aller dans la zone interdite. J'étais avec André Paris, puisqu'on a fait des déplacements là-bas. Et donc on a pu je dirais pas se promener, enfin on a pu circuler dans la zone interdite assez librement même, dans la zone interdite. Et un jour, il était prévu de faire la visite de la centrale de Tchernobyl, voilà, officiellement. Donc on a eu
on a eu une chance énorme, c'est-à-dire que le jour où on a visité Tchernobyl, il y avait une visite, alors je ne sais plus si c'était l'UNESCO ou un truc comme ça, il y avait un groupe qui était reçu à la centrale, et nous, ils nous ont zappé complètement. Donc on avait notre chauffeur, et on s'est promené librement sur tout le site de la centrale. On s'est approché du sarcophage à moins de 100 mètres. On a déjeuné à la cantine de la centrale, qui était juste à côté. Et on a vu aussi les fosses qui commençaient à s'éroder, là où ils avaient enterré les premiers déchets de suite après l'incendie. Alors ça s'est rodé rapidement, on a pu faire des mesures sur ces fosses, c'était assez phénoménal. On n'y est pas resté longtemps. Et donc elle s'est rodée parce que le terrain autour de Tchernobyl, c'est, comme disait André, c'est du loess et c'est du sable des Landes, quoi. Donc ça s'érode vite et la radioactivité s'est rapidement descendue. Tous les dépôts au sol sont descendus assez rapidement. Si la zone avait été argileuse, ça serait été une catastrophe encore pire que ça pour eux. Voilà. Donc après, on a circulé sur la zone, on a trouvé, on a vu toutes ces forêts avec les têtes des pins brûlés. On est allé faire des mesures dans des villages où il y avait encore des occupants, mais les villages étaient à la limite de la zone interdite. Et quand on consulte les cartes des retombées, on voit bien que ça fait ces partages de léopards. On a trouvé, nous, des zones moins contaminées à l'intérieur de la zone interdite qu'à l'extérieur. Donc il y a toujours des gens qui habitent là, des familles, des enfants, ils ont des vaches, ils boivent leur lait, ils mangent leurs légumes. Alors c'est assez choquant. Moi, je fumais à l'époque et il y a un des gars, un villageois, qui faisait pousser son tabac et qui m'a donné du tabac parce que je lui avais donné des feuilles de papier à cigarette, parce que lui roulait ses cigarettes dans la Pravda, voilà. Et donc j'ai dû goûter son tabac, mais un peu à contre-cœur. Voilà, mais je ne voulais pas faire. Et donc il y avait plein d'enfants, donc ils consommaient localement encore. Ils mangeaient leurs champignons, le lait de leurs vaches, mais enfin nous, ça nous avait vraiment choqué qu'ils soient encore en place là. Alors ils avaient droit à des bons pour de l'alimentation. Ils avaient un suivi médical, mais alors, qui était très pas respecté. Voilà. Et nous, on avait amené, tout le monde sait que les enfants aiment les bonbons. Donc on avait amené des bonbons, du chocolat, en disant, enfin, comme on allait dans la zone interdite et autour, on s'est dit, bon, là, c'est des mots et tout. Et donc, il y avait des enfants qui, sitôt qu'on est arrivé, personne circule là-bas. Donc, on a été pris un peu, voilà, ils sont tous venus nous voir. Et un groupe d'enfants, il y avait des fillettes dedans qui étaient avec nous, donc on leur a donné du chocolat, bonbons. Et moi, j'avais des stabilos, de couleur. Et les fillettes, leur premier réflexe, ça n'a pas été de sauter sur les bonbons, mais sur les stabilos de couleur pour se faire les ongles. Voilà. Est-ce que vous avez fait des mesures sur les gens? Alors, on ne voulait pas.
on ne voulait pas parce que c'était trop intrusif pour eux. Et un soir, on a été invité avec André dans une famille recomposée, c'est-à-dire que c'est des gens qui s'étaient rencontrés en tant que liquidateurs. Donc elle venait d'une région et lui venait d'une autre région et ils s'étaient retrouvés en tant que liquidateurs à la centrale. Donc ils s'étaient mariés avec des enfants, donc il nous a invités chez eux. On a mangé des champignons et bu beaucoup de vodka. Parce qu'il paraît que ça fait passer la radioactivité. Et donc, André, à un moment, il sort le spectromètre gamma portable, et puis, bon, en plaisantant, il le pose sur le torse du père de famille. Et moi, je jette un œil comme ça, et je vois le pic de césium mais qui pousse à une vitesse folle. Et André, de suite, le voit aussi. Je ne pensais pas qu'il se doutait que ça allait faire ça. Donc, il arrête la mesure en cours et il efface. C'est tout ça. Merci. Maintenant, je vais vous montrer donc une vidéo donc, de cette chercheuse qui s'appelle Kate Brown. Elle est américaine, elle est professeure d'histoire au Massachusetts Institute of Technology à Boston, et elle a écrit un ouvrage dont je vais vous montrer la page de présentation. Cet ouvrage, est-ce que ça s'affiche? Il faut lui laisser le temps de se rafraîchir peut-être. Ah mais il s'est mis en pause, pardon. Merci Julien. C'est une historienne qui a publié, vous le verrez quand on verra l'énergie, qui a publié un ouvrage en 2019 en anglais, ça s'appelle Manual for Survival, A Chernobyl Guide to the Future. Ça a été traduit et publié par Actes Sud en 2021, et la traduction en français c'est Tchernobyl par la preuve, vivre avec le désastre et après. Je vous conseille vivement de le lire parce que c'est une femme qui a pu enquêter sur les archives là-bas, en Ukraine par exemple, des archives dans les ministères, et elle a découvert des choses vraiment invraisemblables qu'elle raconte dans ce livre. Donc l'interview a été préparée par Corinne. Est-ce que tu es là, Corinne? Non, elle est peut-être à l'extérieur. Et j'ai ensuite interviewé cette chercheuse il y a quelques jours en anglais. Il y aura une version longue de 30 minutes qui sera mise en ligne sur notre site, sur notre chaîne YouTube, normalement dans les jours qui viennent. Là, rassurez-vous, c'est une version un petit peu plus courte de 10 minutes. Et c'est malheureux, comme c'est en anglais, c'est sous-titré en français. Donc il faudra que vous lisiez ce que nous raconte la chercheuse. La première question que je lui ai posée, c'est qu'elle nous raconte cette histoire de la gestion complètement invraisemblable, vous allez voir, de 50 000 têtes de bétail qui ont été du bétail qui a été tué, abattu, alors qu'il provenait de la zone interdite et était très contaminé. Alors on a un petit problème, j'ai pas mis peut-être le son. C'est bon. C'est bon? Ah oui, pardon. À ce propos, je voudrais remercier Franck Michalon, qui non seulement ce soir nous fera danser, mais qui s'occupe de tout ce qui est la sono, avec, à sa droite, Nathan. Merci à vous deux. All you can do is move it somewhere where it's held safely for up to tens of thousands, hundreds of thousands of years until. Alors je vais le relancer. So, et il faudra qu'on attende quelques secondes que la barre en bas
Yes. s'enlève toute I seule. mean, there was the official term for people who work with cleanup, which were called liquidators, and the idea is you can liquidate grading machines, but you can't really do that. All you can do is move it somewhere. Désespérée, ça ne correspond pas à son caractère, manifestement, mais elle se dit qu'elle a publié un ouvrage qui montre des choses absolument graves sur la désinformation, la minimisation de l'exposition aux radiations. Et elle se dit, mais après tout, pourquoi j'ai fait tout ça? Ça ne change rien. C'est le système politique qu'il faut changer. Par rapport au rôle de la CRIRAD, un rôle important là-bas, ça a été aussi de tenter de soutenir les chercheurs indépendants. On va parler rapidement de deux d'entre eux, Yuri Bandajevski et Vassili Nesterenko. Pour la partie Nesterenko, il y aura 2 vidéos. Et pour la partie Bandajevski, est-ce que Roland, tu veux nous dire quelques mots, vraiment quelques mots en moins de 5 minutes, qui est Yuri Bandajevski, ce que la CRIRAD a, pourquoi la CRIRAD a essayé de l'aider, comment elle l'a aidé? Vous vous souvenez de cette mobilisation de la CRIRAD? Je pense qu'on doit être très fiers de la CRIRAD, de s'être mobilisée à cette époque-là, donc fin des années 90, début 2000, par rapport à des scientifiques en Biélorussie qui ont bougé. Alors, Vassili Nesterenko, on en reparlera. Par contre, Yuri Bandajevski, quand on s'est mobilisé, nous, on ne le connaissait pas trop, mais on s'est mobilisé parce qu'on l'avait mis en prison. Et notre mobilisation, elle a été donc d'abord forte, pétition, on a remis ces pétitions, on a fait une délégation à Genève, où on a remis dans la boîte aux lettres de la Fédération de Russie, où il y avait donc le pouvoir le remettre, et notre mobilisation avec d'autres associations, Amnesty, etc. On n'était pas tout seul. Notre mobilisation a payé, c'est-à-dire que Yuri est sorti de prison. Il avait été mis en prison tout simplement parce que ce qu'il disait dérangeait. En tant qu'anatomopathologiste à la faculté de Gomel, il observait, il a observé et il a mis en évidence des choses qui dérangeaient. C'est que les enfants mouraient prématurément de maladies cardiaques. Et évidemment, c'est pas normal, voilà. Et lui, il a pu démontrer qu'il y avait un lien entre la contamination des aliments, ça a été évoqué là, effectivement, qu'il mangeait. La région de Gomel est dans une zone très proche de Tchernobyl, pas dans la zone interdite, mais dans la zone des 300 km, où il y a des zones très contaminées. Et donc, la contamination des enfants, elle était évidente. Et du coup, il a pu en évidence. Quand il a sorti cette relation entre maladie cardiaque et césium-137 de Tchernobyl, c'était la chose qu'il ne fallait pas dire. C'est pour ça qu'on l'a mis en prison. Voilà. Alors, on s'est mobilisé, il est sorti de prison. Il a évidemment pas pu continuer sa recherche en Biélorussie. Il a été exfiltré, je ne sais pas ce qu'on va dire, je ne sais pas, c'est pas le mot, vers la France. C'est comme ça qu'on l'a reçu chez nous. On est allé le voir là-bas, en Biélorussie, avant son départ. Lui, il voulait continuer sa recherche, c'était ça son objectif. Et en fait, on avait en idée de monter un laboratoire CRIRAD Bandajevski, vous vous rappelez, cette mobilisation. On a récolté beaucoup d'argent pour ça. Malheureusement, ce laboratoire, CRIRAD Bandajevski, n'a pas pu se faire. Et là, j'étais à l'époque désigné par la CRIRAD pour aller négocier avec les autorités biélorusses. Je ne vais pas raconter tout le détail parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est très bien décrit dans les traits d'union. Vous vous rappelez le journal des adhérents de la CRIRAD de l'époque, des années 2000. Vous avez plusieurs numéros qui sont encore disponibles sur le site internet. Vous pouvez tous les consulter. Et là, on vous raconte en détail les missions en Biélorussie de la CRIRAD. Et là, quand on a appris que ce laboratoire, il n'aura pas lieu, alors qu'on négociait depuis 2 ans, pendant 2 ans, on a négocié avec les autorités biélorusses, parce qu'évidemment, en tant qu'association étrangère, on ne pouvait pas faire ça sans les autorisations des autorités locales. Et c'était compliqué. On était plus au début, on était dans la période Loukachenko, qui est toujours, évidemment, au pouvoir actuellement. Et donc, on avait réussi à obtenir, sur le papier, en parole, la possibilité de créer un laboratoire. Alors, ce n'était pas vraiment un laboratoire, c'était d'éloigner les enfants des zones contaminées
vers des zones non contaminées pour qu'ils puissent effectuer une scolarité et en même temps manger de la nourriture non contaminée et être suivis médicalement. Donc un travail complet, c'est-à-dire scientifique, médical, éducatif, etc. Ça coûtait beaucoup d'argent et on était fiers, on était contents de dire ben, ça y est, on va pouvoir réellement éloigner des enfants. Et au dernier moment, ben, dernier voyage avec Romain Chazelle à l'époque, qui avait beaucoup travaillé pour ça, eh bien, le responsable du ministère de la Justice, parce que là-bas ça dépend du ministère de la Justice, nous a dit désolé, on ne signera pas. Ah bon? Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons eu une visite du représentant de la France en Biélorussie, c'est-à-dire notre ambassadeur, M. Chmielewski, et qui est venu nous parler de la CRIRAD. Ah bon? Et qui nous a simplement dit, nous, la CRIRAD, alors je ne parle pas le biélorusse, mais la traduction c'était, nous, en France, on a du mal à supporter la CRIRAD. Il n'a pas dit qu'il nous haïssait, mais on a du mal à supporter la CRIRAD. Si vous l'acceptez chez vous, bon courage. Il n'a pas fallu plus pour que les autorités biélorusses disent, on arrête tout. Du coup, l'argent qu'on avait récolté, eh bien, on l'a soit rendu aux gens, soit donné à Yuri, soit donné à sa compagne, sa femme, Galina, qui est restée là-bas. Lui, il est parti, il a été mis dans l'avion par l'ambassadeur de France en Biélorussie pour atterrir à Clermont-Ferrand, où on lui avait fait croire qu'il pourrait continuer sa recherche, etc. Et il a commencé un long parcours à travers toute l'Europe. Aujourd'hui, il est à Kiev. Bon, c'est terrible. Il est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, le pauvre Yuri. Désolé pour lui, mais il continue son combat avec les enfants toujours. Bravo à lui. Alors, voilà, on pourrait en parler pendant longtemps, mais on fait signe qu'il est... En tout cas, relisez les traits d'union de cette période-là et vous aurez tous les détails. Il y a eu des belles rencontres. Voilà. Avec la CRIRAD et des partenaires locaux. Voilà. Merci Roland d'avoir été concis. Parce que c'est vrai que c'est très frustrant de devoir aller vite, mais en même temps, on va d'ailleurs avoir un retard peut-être de 5 minutes sur ce qu'on avait promis. Maintenant, on va parler un petit peu, enfin vous allez voir 2 vidéos sur Tchernobyl, et que ça ne représente que 10% de ce qu'il faudrait faire d'après lui. Quand il parle des nombres de personnes délogées, la bonne traduction, ce serait évacuer soit de force, soit par leur propre volonté. Alors cet institut qu'il a créé, Belrad, existe toujours. J'ai pu interviewer, alors en anglais, du coup c'est sous-titré en français, son fils, Alexei Nesterenko, qui dirige Belrad. Comme là, on est arrivé à la fin de la phase de cette table ronde et on va passer aux questions de la salle, je pense que j'accélérerai une partie de ce que dit Alexei Nesterenko, la partie où il décrit ce que fait Belrad, parce que son père l'a déjà un petit peu expliqué. Je ne pense pas qu'on ait la prétention de faire que le monde soit vraiment meilleur, enfin, on fait ce qu'il peut, et du coup, on fait ce qu'on peut, pardon, et du coup, longue vie à la CRIRAD, 40 ans, bientôt 50, il y a du pain sur la planche. Peut-être juste un mot avant de vous passer la parole, pardon. Personnellement, je ne connais pas tous les anciens qui ont participé à la création de la CRIRAD. Il y en a qui sont dans la salle. Je crois que Malou Rodet, qui en fait partie, est là. Est-ce que tu peux lever la main, Malou? Si d'autres personnes font partie de la première année de la CRIRAD, est-ce que vous voulez lever la main pour que... Nesterenko parle de la pectine dans le traitement des enfants de Biélorussie. Est-ce que c'est scientifiquement établi? Est-ce que vous en savez? Est-ce que c'est une voie intéressante? Autrement dit, que vaut la pectine? Alors d'abord, désolé, je n'ai pas introduit ces mots pectine et vitapect qui ont été cités dans les vidéos. La pectine de pomme, c'est une substance qui est extraite, en particulier des pommes, et qui a la propriété de favoriser l'élimination du césium-137 qui est dans le corps des personnes, en particulier des enfants. C'est d'ailleurs assez triste, et au sein de la CRIRAD, ça a créé des débats de se dire, mais finalement, est-ce qu'on a raison de favoriser les cures de pectine? Ce qu'on a fait, la CRIRAD a soutenu des cures de pectine financièrement
à travers Belgrade dans plusieurs villages pendant plusieurs mois. Et évidemment, ça nous posait un problème de conscience. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux fournir à ces gens une nourriture saine plutôt que de les laisser manger des choses qui ne sont pas saines et après d'essayer d'éliminer, soit en les accueillant dans d'autres pays, c'est ce que font plusieurs associations françaises, les enfants de Tchernobyl en Alsace, les enfants de Tchernobyl Bélarus, qui aident Belgrade aujourd'hui. Allez sur leur site aussi pour aider Belgrade. Sur la partie efficacité de la pectine, est-ce que Roland, tu veux répondre ? Donc, ça fait partie du travail qui a effectivement été fait en collaboration avec Belgrade à l'époque. C'était de démontrer que c'était efficace. Oui, ça a une certaine efficacité, c'est un chélateur, c'est connu, il fallait le démontrer. On a démontré qu'on pouvait faire baisser la charge en césium chez les gamins avec une cure de pectine. Maintenant, tu as raison, Bruno, on se posait des questions, nous, autres. C'est l'éthique. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire ou est-ce que c'est un pis-aller puisque on le savait, nous, avec le laboratoire CHIRAD dans le c'était d'éloigner les enfants de ces zones contaminées. C'est pour leur offrir de la nourriture non contaminée, ce qui paraîtrait, je dirais, essentiel, primordial. Maintenant, quand on ne peut pas, est-ce que c'était le débat qu'on a eu en interne, hein. Ce genre de débat sont les messieurs qui lèvent les mains en premier. Mesdames, n'hésitez pas aussi à lever la main. Question matérielle pour les appareils de mesure. Est-ce que les appareils de mesure russes ou soviétiques étaient fiables ou est-ce que ces associations en disposent ou est-ce qu'ils dépendent aussi du matériel occidental? Alors le matériel russe ou ukrainien est souvent très bon puisque le tube Gégère Muller du compteur qu'a choisi la CRIRAD il y a maintenant plus de 20 ans pour un compteur grand public pour le vendre. Alors à l'époque on avait travaillé un peu avec le Bella, puis le Quartex, puis le Radex. C'est un tube qui a été développé, disons, dans l'ex-URSS. Donc est-ce que leur matériel est très bon ? J'ai envie de dire oui, en tout ce qui est technique. En tant que physicien, ça m'intéressait de savoir comment ils bricolaient leurs trucs, avec comment, évidemment, à l'époque c'était intéressant, parce que c'était il y a 30 ans en gros. Et j'ai pu discuter avec les techniciens qui travaillaient avec Vassili Nesterenko. Ils travaillaient à l'ancienne, c'est sûr. C'était le fer à souder, c'était etc. Et il n'y avait pratiquement pas d'électronique circuit intégré, je dirais. On était ce qu'on appelle avec des composants discrets, le bon vieux transistor, des circuits imprimés, faits à la main, etc. N'empêche que, moi j'étais épaté, parce qu'évidemment, ça m'a replongé des années en arrière. Par contre, ce qui était remarquable, c'est qu'ils étaient efficaces. C'est Nesterenko, l'Institut Belgrade, qui avait mis au point un fauteuil pour tester les enfants, pour leur mesurer leur contamination interne. En gros, ce qu'on appelle, nous, une anthropogammamétrie totale, mais avec des matériels de dingue, et bien là, ils étaient capables de faire ça sur un fauteuil. Alors, évidemment, avec ses limites de sensibilité, mais n'empêche que comme les gamins étaient très contaminés, et ben ça marchait bien, et ça permettait de suivre la contamination, pas faire entrer des enfants dans un cercueil en plomb comme on le fait chez nous pour une entrepôt. Non, on les installe dans un fauteuil et on leur raconte des histoires et l'acquisition des mesures dure un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. C'est pas traumatisant et c'était complètement adapté à la demande. C'est ça qui, moi, j'ai trouvé génial dans leur approche. Et c'était parfaitement suffisant sur le plan de, je dirais, de la performance. En tout cas, ça a permis de travailler. Et je crois qu'ils continuent aujourd'hui à travailler un petit peu avec la... Ces fauteuils, d'ailleurs, ont été achetés par les Japonais après Fukushima. C'est dire que voilà, c'était peut-être pas si nul que ça. Je voulais dire que j'ai fait partie des gens qui ont fait les mesures en 86, parce que j'étais à l'époque présidente de l'UFC Que Choisir Languedoc-Roussillon. Et en tant que chimiste, je me suis dit, bon, ça vaut peut-être le coup de faire des mesures. Peut-être que ça ne donnera rien. Mais si ça donne quelque chose, ben, on pourra évaluer par des mesures le degré de contamination. Et je suis très fière, 40 ans après. Excusez-moi.
mais de les avoir transmis à Michel en direct. Donc, je suis très émue, excusez-moi. Mais ce que je voulais dire, et en complément surtout de Belrad, c'est que l'association Belrad continue à recevoir en France des enfants des zones contaminées. Et je pense que c'est quand même très bien de pouvoir leur donner un mois à l'extérieur de leur pays, qui est néanmoins toujours contaminé. Merci. En effet, je vous remercie pour toutes les interventions ainsi que pour les interviews de la famille Nesterenko et de Kevron. C'est vrai que Tchernobyl, on a l'impression que c'est un événement qui est clos et qui est fini, mais en fait qui continue toujours d'année en année. Et c'est vrai que je me permets d'intervenir un petit peu sur ce qui a été dit. C'est vrai qu'on a un peu une tendance parfois à disqualifier les travaux qui ont été faits par les chercheurs soviétiques, et particulièrement biélorusses et ukrainiens, que ce soit les protocoles, que ce soit le matériel, que ce soit également les protocoles de traitement, qui au final ont été très souvent disqualifiés en Occident, ce qui rentre un peu dans ce côté d'avoir du mal à regarder cette catastrophe dans son ensemble, alors que, on va dire, malheureusement, ils ont eu une très très grande expérience, une très longue expérience du traitement des malades de radiation depuis les premiers accidents nucléaires dans les années 50. Ce qui voilà, n'empêche pas que certaines personnes qui ont travaillé dedans ont ensuite effectivement contribué à nier les conséquences de Tchernobyl. Je pense à Angelina Gouskova, qui par exemple a traité les malades, les personnes très gravement irradiées dans Tchernobyl, mais qui ensuite ont nié la contamination du territoire. Moi, j'avais une question par rapport à ça, justement. C'était une des choses qui a été mise en avant par Kate Brown dans un peu la négation de la validité la cartographie de contamination qui était faite par les chercheurs en Biélorussie. C'est la confusion entre les retombées atomiques qui sont liées aux essais nucléaires et les retombées qui sont liées à Tchernobyl. Et je voulais savoir si justement en France, il y avait eu aussi cette dimension-là, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, on a disqualifié des données dans le sens où on aurait pu dire, non mais ça, par exemple, c'est les essais nucléaires américains, les essais nucléaires soviétiques qui montrent ça, et c'est pas la contamination ukrainienne. Je ne sais pas si... Pour ce qui concerne l'évaluation des retombées surfaciques en becquerel par mètre carré, c'est là où le laboratoire de la CRIRAD a fait un travail, je pense qu'on peut qualifier d'unique sur la France, sur l'Hexagone et la Corse. C'est que grâce à ces campagnes de carottage dont on a parlé en introduction, nous avons pu, le laboratoire de la CRIRAD a pu distinguer les retombées antérieures à Tchernobyl, donc celles liées aux retombées des essais nucléaires atmosphériques particulièrement intenses dans les années 50-60, distinguer ça des retombées de Tchernobyl. Comme Christian, il me semble tout à l'heure, on a dit un mot, on a pu faire ce distinguo parce que en 1986, après Tchernobyl, Tchernobyl a rapporté du césium-137, tout le monde le sait, qui a une demi-vie de 30 ans, mais aussi du césium-134, qui a une demi-vie de 2 ans. Le césium-134 des essais nucléaires militaires atmosphériques avait disparu de façon beaucoup plus intense, et en tout cas le ratio entre le césium-137 et le césium-134 en mai 86 et dans les années qui ont suivi, tant qu'on a pu encore détecter ce césium-134, ce ratio nous a permis de bien distinguer ce qui était Tchernobyl et ce qui ne l'était pas dans les sols, mais aussi dans la chaîne alimentaire. Par exemple, évidemment, l'iode 131 qui a été trouvé en mai 86, Christian en a parlé, il me semble, hein, dans le lait, par exemple, de Corse ou dans certaines denrées alimentaires, dans des épinards, dans des végétaux comestibles en France. Ça, cet iode 131 venait, en tout cas à cette époque-là, nécessairement de Tchernobyl. On a beaucoup parlé de Tchernobyl. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'action de la CRIRAD par rapport à Fukushima? Alors, la réponse va être très courte. Fukushima, on va en parler cet après-midi dans la deuxième table ronde qui portera sur que fait, que peut faire, que pourra faire la CRIRAD en cas de catastrophe nucléaire. Et donc, il y aura une réponse sur Tchernobyl et on aura la chance. C'est quelque chose qui est très important. La CRIRAD a besoin des informations qui peuvent nous être données par les travailleurs du nucléaire. Ça nous aide à mieux comprendre, à mieux connaître, puisque nous ne sommes pas directement dans les installations nucléaires, sauf très rares exceptions. Et puis, nous, de notre côté, on peut aider, on l'a fait dans le passé, on le fait certainement pas assez, des travailleurs qui ont besoin d'informations scientifiques pour comprendre
c'est quoi une dose, c'est quoi l'exposition, l'irradiation externe. On en parlera cet après-midi avec Michel Leclerc, qui était sous-traitant de la Comurex à Malvézy, des conditions des travailleurs du nucléaire. Donc cette synergie ou ce rapprochement entre la CRAD et ma zone contrôlée, c'est quelque chose qui est vraiment très très important à l'avenir. Roland, je pense que tu vas réagir dessus aussi. Sur la communication, juste un mot personnel, c'est complètement écœurant, c'est vraiment n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi, en permanence dans les grands médias. C'est très difficile qu'il y ait une parole pour la CRIRAD ou pour j'aime pas le mot expert, pour des personnes qui ont des connaissances scientifiques ou techniques et qui apportent un discours vaguement critique sur le nucléaire. C'est devenu vraiment de plus en plus difficile, c'est extrêmement effrayant. Et par rapport à... Enfin, vraiment, on a l'impression qu'on se moque de nous avec une intensité qui est absolument insupportable. Et regardez ce qui se passe sur CIGEO, par exemple. L'enquête publique pour la DAC, la demande d'autorisation de création, a été avancée, alors que des institutions, a priori, qui devraient jouer un rôle de entre guillemets, transparence, démocratie, ont été complètement chantées. C'est le cas du Haut Comité pour la transparence, par exemple. C'est même le cas de l'Office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Donc, on se moque de nous, mais à une échelle incroyable. C'est pour ça que c'est fondamental de soutenir... Oui, de soutenir. Merci. Oui, effectivement, nous ne sommes pas du tout indifférents au sort des travailleurs du nucléaire, et en particulier des sous-traitants, parce que c'est surtout cela qui nous préoccupe. Et il y a eu le film cette semaine, là, donc Yvon, qui a été projeté au Luxe. On a contribué, je dirais, et puis individuellement, on a eu l'occasion de pouvoir aider un certain nombre de travailleurs du nucléaire. Je sais que notre travail n'est pas suffisant, on n'a pas les moyens, je dirais, nous ne sommes pas présents sur les sites, mais aussi nous participons à un GISCOP, groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle, où nous participons à la reconstitution des parcours professionnels de travailleurs qui, à un moment donné de leur vie, tombent malades et tout d'un coup se posent des questions sur qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle qui aurait pu expliquer cette pathologie. Et c'est un travail remarquable. Et là, elle n'a pas pu venir aujourd'hui, mais parce qu'il y a l'Assemblée générale de l'association Henri Pézerin, mais Annie Thébomoni, évidemment, aurait aimé être là aujourd'hui. Elle l'a été les années précédentes. On travaille beaucoup en collaboration et moi, je suis très, très, très content qu'on puisse créer ces liens entre des gens qui, normalement, n'auraient pas grand-chose à faire ensemble, mais en fait, si on a besoin des énergies des uns et des autres. En tout cas, je pense qu'on a tous à y gagner. En tout cas, merci à vous. J'avais une question. Est-ce que lors de vos voyages à Tchernobyl et aux alentours, est-ce que vous avez pu constater des tentatives d'auto-organisation de la population pour essayer de s'organiser, prendre des mesures, avoir un peu un contre-discours par rapport aux autorités, ou est-ce que le régime politique et l'organisation sociale ne le permettaient absolument pas? Est-ce qu'il y avait des tentatives d'associations, de regroupements sur place dans les années qui ont suivi? Merci. Je crois qu'une des meilleures réponses, c'est Belgrade, hein, parce que Belgrade, c'est une initiative qui vient de scientifiques, en particulier Vassili Nesterenko qui crée ce laboratoire en 1990, mais après, le travail de terrain que font les équipes de Belgrade, je parle du Bélarus là, hein, que font les équipes de Belgrade dans des centres locaux de contrôle radiologique, c'est fait en synergie avec des habitants, avec des scolaires. Il y a des partenariats vraiment avec des scolaires. Donc même dans un pays qui est quand même une dictature comme le Bélarus, les citoyens arrivent, c'est difficile, arrivent quand même à faire un certain nombre de choses. Et quant à l'Ukraine, c'est un pays qui est quand même beaucoup plus ouvert. Donc il y a des initiatives locales qui sont encouragées, par exemple, par des structures comme les enfants de Tchernobyl. Il y a depuis quelques années... La question c'était sur le début. Hein. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un Greenpeace, c'est tout, c'est assez nouveau, il y a un Greenpeace Ukraine qui s'est mis en place malgré la guerre.
Et nous, Roland, on tu avait, voulais compléter. la CRIRAD avait commencé un partenariat, alors Yves est peut-être là, je crois, il me semble. On devait monter tout un partenariat avec des associations en Ukraine, de collaboration scientifique, etc. Il y avait un gros programme et en fait, la guerre a été déclarée, évidemment, tout ça est tombé à l'eau. Mais on aurait dû normalement, en ce moment, être présent en Ukraine et en partenariat avec des associations. Évidemment, c'est ce que dit d'ailleurs très bien Alexei Nesterenko, c'est ça qu'il faut arriver à créer, ces passerelles entre pays. Malheureusement, la guerre au milieu, Yuri Vandalevski, qui a réussi à récupérer des locaux dans la banlieue de Kiev, et qui était content d'avoir eu un petit peu d'argent de l'Europe par le biais de Michel Rivasi, avec la guerre, tout ça, ça vole en éclats, évidemment. On a d'autres priorités dans ces pays-là. Et là. Merci. Tu as tout compris, Bruno. Oui. Donc, pour incarner un petit peu la question de l'expertise. Bien qu'a pu apporter la CRIRAD aux populations en général, aux travailleurs d'ailleurs, qui sont soumis à l'impact des mines d'uranium, on a eu la chance de pouvoir travailler avec l'ONG Agirinman à Arlit au Niger. Vous savez que la France n'importe plus actuellement, mais importe énormément d'uranium du Niger, dans la région d'Arlit, donc, et Al-Mustafa Al-Hassan, qui était à l'origine, qui est touareg, et qui au départ était simple caravanier, a été ensuite embauché dans les mines et a créé cette ONG Agirinman. Donc, comme la connexion n'est pas facile avec Arlit, on a préféré par précaution préenregistrer une discussion. Donc, j'ai posé des questions à Al-Mustafa, et vous verrez la question écrite, et puis il nous répond. Et on a raccourci à 10 minutes au lieu de 15 minutes, sachant que dans son propos qu'on a raccourci, il rendait quand même un hommage très appuyé à Michel Rivasi, à Arlette Ponson, dont on a parlé. Et pour ce qui concerne l'équipe salariée, un mot particulier pour Corinne Castagnier, qui n'aime pas qu'on lui rende hommage, mais tant pis, d'une part. Et puis Christian Courbon, vous avez vu tout à l'heure. Et il a adressé un mot à Chantal, qui lui a donné un DG5, Chantal Cuisnier qui est là. Et j'oublie d'autres personnes, mais ça fait rien, on y va. L'ONG Agirinman, nous l'avons créé pour essayer d'avoir un cadre légal qui nous permet de nous exprimer par rapport donc, aux activités des industries extractives, plus particulièrement concernant l'uranium, la radioactivité. Et à un moment de notre vie, on a constaté la disparition de nos collègues qui travaillent dans les postes les plus exposés, les plus radioactifs, c'est-à-dire... Et Didier Latorre s'installe un mot rapidement sur cette usine de Malvézy. Pardon? Non? C'est pas perdu. Tout l'uranium qui arrive en France passe par cette usine de Malvézy près de Narbonne, où il doit être purifié. Et en ce qui nous concerne, on a commencé à travailler un peu plus activement sur l'impact de ce site grâce à Michel Leclerc, qui a été sous-traitant de cette installation. À l'époque, ça s'appelait... elle était aux mains de la Comurex. Et Michel a été contaminé à une leucémie, il va vous en parler bien entendu. Et c'est en tentant de l'aider, au départ on devait l'aider à défendre son dossier sur le plan technique, sur le plan scientifique, en rencontrant en particulier son expert, l'expert judiciaire qui s'occupait de son cas, chez Orano, chez Areva à l'époque. Et simplement, comme ma présence qui était au départ acceptée a été refusée au dernier moment, j'en ai profité pour aller faire des mesures à la clôture, et c'est comme ça qu'on a constaté que la radioactivité dégagée par cette usine était détectable à plus de 200 mètres de la clôture, qu'on a pu lancer des actions et finalement petit à petit obtenir qu'une famille qui vivait juste à côté soit indemnisée par Areva et relogée. Mais donc là, on va rentrer un peu plus dans la question des conditions de travail des sous-traitants du nucléaire, puisque c'est une usine qui contribue à une des étapes importantes du nucléaire. C'est la porte d'entrée du nucléaire.
Malvésie. C'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 usines comme ça dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Et les conditions dans les années 80 étaient déplorables, vraiment déplorables. On rentrait là sans formation ni information. Donc c'est assez pénible parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait, on ne connaît pas le produit. Je ne connaissais rien en radioactivité. J'avais 30 ans, ce n'était pas mon job, je ne connaissais rien, je n'étais pas formé. Et donc je me suis rendu compte que ce n'était pas nickel. Et quand on a fait l'analyse du dossier médical, il y a eu plusieurs dépassements. Donc je rends hommage à la CRIRAD, à Annie Thébault, à Henri Pézera, les gens qui m'ont aidé tout le parcours. Bon, la reconnaissance de la maladie professionnelle s'est faite relativement rapidement. Je crois que je l'ai demandé, quelques mois après, ça a été reconnu en maladie professionnelle. Je crois qu'ils ont été surpris. Voilà, ils n'ont pas eu le temps de réagir. Non, mais c'est vrai, parce qu'il n'y a personne qui demandait une maladie professionnelle pour ça. Il y a un enquêteur qui est venu, bien sûr, de la sécurité sociale, et il a interrogé les personnes qu'il fallait. Donc ça a été reconnu, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir été contaminé. Si elle est reconnue dans le cadre des tableaux, elle était reconnue au tableau 6, on peut supposer, la présomption suffit. Vous avez travaillé, il y a du produit, c'est exactement ce que vous avez, la présomption suffit, voilà. Enfin, c'est pas que la présomption qui suffit, mais c'est comme ça, les maladies professionnelles. Bon, ensuite, j'ai démissionné de cette usine parce que je ne la sentais plus. Donc, quand ça ne va pas, je m'en vais, voilà. Et donc, j'ai trouvé un avocat, tout ça, c'est pas évident. Chercher un avocat. Au tribunal de sécurité sociale, on a gagné, mais on a gagné contre un tiers, contre la Comerex. Et on ne peut pas gagner au tribunal de sécurité sociale la totalité, il faut que ce soit contre votre employeur. Donc le tribunal de sécurité sociale m'a renvoyé au tribunal civil à Narbonne. Là j'ai gagné. Ils ont reconnu qu'il y avait eu des fautes, j'ai gagné. Mais après, la Comerex, bien sûr, a fait appel. Et à Montpellier, ça a été. Comment on peut dire Donc, Areva a les moyens de se payer des avocats qui font un travail de sape et capables de nier la réalité. Et donc, du coup, ils ont remis en cause le premier jugement. En plus de remettre en cause le premier jugement, le juge dans cette affaire a dit l'uranium il est naturel, donc il n'est pas dangereux. Ça, on l'a entendu. Spécialiste. Ouais, moi je me souviens. Voilà. Donc ensuite, et j'ai mis Areva Orano au tribunal. Ça a duré 20 ans. C'est pas grave, c'est bien, on les ennuie, voilà. Il faut être là pour les ennuyer. Bon, je savais qu'à un moment donné, j'allais perdre. Mais je tenais à le faire. C'est essentiel que les ouvriers se battent. Peut-être que le jour on finira par gagner. Mais si on ne gagne pas, c'est rien, on les ennuie. Bon, et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, après, parce que quand vous avez une maladie professionnelle, vous avez le droit à une rente accident de travail. Mais la sécurité sociale, pour les rentes, ne respecte pas les protocoles. J'ai consolidé 20% de rente. Donc je me suis bagarré. C'est difficile de trouver des médecins qui veulent s'engager, parce qu'ils vous disent tous, je vais y passer du temps. Et après, en commission nationale d'incapacité, j'ai réussi à avoir 70%. 70%, c'est pas 70% de salaire, hein. Ne vous étonnez pas. Les 50 sont divisés par 2, et tout ce qui est au-dessus de 1,5, de 50, c'est multiplié par 1,5. Donc 70%, ça fait 55%. Voilà.
C'était des comptes. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Didier, qui connaît bien les luttes actuelles. Je fais peut-être un petit mot de liaison, c'est qu'en fait, par rapport au travail sur l'environnement qu'a fait la CRIRAD, on a pu travailler par exemple avec la famille locale dont je parlais tout à l'heure, oui. Et dont le mari a pu récupérer des boues sur le chantier de récupération de boues contaminées qui s'étaient déversées dans la plaine en 2004, et on a pu montrer au laboratoire que ces boues contenaient non seulement évidemment de l'uranium, puisque c'est une usine d'uranium, mais aussi tout un cocktail d'autres substances radioactives, chimiques, radioactives, et dont du plutonium. Ça veut dire que Michel a été très probablement exposé aussi à l'inhalation et à l'ingestion de plutonium, en plus de l'uranium, qui, bien que naturel, est radioactif et radiotoxique. Et ce travail de surveillance de l'environnement de l'usine a été ensuite amplifié, poursuivi par une structure qui s'appelle Vigilance Malvésie, dont Didier Lator, outre le fait qu'il est administrateur désormais de la CRIRAD, dont Didier Lator est aussi un membre et dont il va nous parler. Je voulais ajouter quelque chose. De 1959 à 1984, ils ont traité 11 500 tonnes d'uranium qui sortait de centrales nucléaires, et le plutonium, il vient de là. J'en suis sûr, j'ai le document avec moi. Hein. À toi. Donc on y va sur Vigilance Malvésie. Donc pour expliquer ce que c'est que Vigilance Malvésie, je rembobine un petit peu l'histoire en fait. C'est un collectif et je présenterai quelques associations qui sont sur le terrain, donc dans la région de Narbonne, dans l'Aude. Donc en fait, comme c'est l'anniversaire de la CRIRAD, comment on a rencontré la CRIRAD, nous? Bon voilà, donc moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle Arrêt du nucléaire 34 et qui s'appelait avant Sortir du nucléaire 34, et on avait organisé une formation avec Roland Desbordes, et je crois que ça a été notre premier contact avec la CRIRAD il y a peut-être une quinzaine d'années ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, nous on bosse avec la CRIRAD depuis tout ce temps-là, quoi. Et Roland est venu aussi à Narbonne former les gens. Et il y a eu un moment qui a été important sur Narbonne, c'est que cette usine dans laquelle il y a près d'1 million de mètres cubes de déchets radioactifs et chimiques est confrontée à un problème, c'est qu'ils ne savent plus quoi en faire de ces déchets. Et donc l'idée c'était d'en faire disparaître une partie, notamment les déchets nitratés. Et donc il y a eu tout un projet qui s'appelait le projet TDN-TOR, qui était un espèce d'incinérateur qui devait brûler, faire disparaître une partie des déchets, mais avec des conséquences pour l'environnement fort importantes. Donc il y a eu une très grande lutte à cette époque-là, c'était il y a 7 ou 8 ans, je crois, et malgré une très forte mobilisation de la population, 3000 personnes dans les rues de Narbonne, c'est important, c'est quand même pas, voilà, c'est pas une ville si grande que ça, Narbonne, c'était vraiment une mobilisation très importante. À l'issue de ça, le préfet a quand même validé le projet TDN, et parmi les gens qui s'étaient mobilisés, il y en a qui ont décidé de partir sur la bataille juridique. Voilà, puis il y en a qui se sont dit, mais la bataille juridique, peut-être ça marchera, mais c'est pas sûr, parce qu'on est quand même dans une industrie où on gagne rarement en justice. Donc les militants antinucléaires se sont dit, on va faire nous, c'est très bien qu'il y ait des gens qui fassent ça, la bataille juridique, nous on va faire une autre proposition. Donc il y a des groupes qui se sont mis ensemble, Greenpeace Narbonne, Arrêt du nucléaire 34 et Sortir du nucléaire Aude, et qui ont décidé de monter ce collectif Vigilance Malvésie qui s'est beaucoup appuyé sur la lutte de TDN, qui avait mobilisé beaucoup de gens et qui a proposé donc à des collectifs divers et variés, le collectif Éclat, qui est un ancien collectif sur toutes les luttes écologistes à Narbonne, dont certains connaissent sans doute Marie Zarditi, qui est une des fondatrices, le collectif TCNA, Transparence des canaux de la Narbonnaise, voilà, et tous ces gens se sont mis à travailler ensemble, et l'idée, ça a été de former un groupe de citoyens qui allait agir sur le long terme. Donc maintenant, on en est, je crois, à la 6e année. Donc il a commencé par... il a fallu chercher du budget. Donc on a cherché du budget, on a commencé à se tourner. Le financement, les premières années, il est 100% militant. Donc c'est Greenpeace,
C'est le réseau Sortir du nucléaire et le collectif Arrêt du nucléaire. On a, je ne sais plus combien on a récolté au début, quelques milliers d'euros, je crois, on est peut-être 10 000 euros quand même. Et on est parti sur cette base et on a commencé à travailler avec la CRIRAD et notamment avec Bruno, qui est venu faire une formation sur place. C'est un travail qui est un petit peu similaire à celui du Civirad, sauf que là, ça part des gens sur le terrain, quoi. C'est un peu ça la différence. Et après cette formation, on s'est mis à aller régulièrement prélever des feuilles de cyprès, des feuilles de pin, des sédiments. Voilà. Ça fait 6 ans qu'on fait ça. Et quand on a des résultats qui commencent à être un peu notoires, ça a été le cas, les derniers résultats qu'on a publiés, c'était en fin 2024, on a pu montrer par exemple qu'à l'est de l'usine, il y avait quelque chose comme 100 fois la dose de radioactivité sur l'uranium, voilà, 100 fois un très fort impact à l'est de l'usine. Et il faut savoir que Narbonne, en fait, c'est quand même à 4 km à vol d'oiseau de l'usine. C'est vraiment tout près. Cette usine qui, effectivement, comme le disait Michel, est la porte d'entrée du nucléaire, est une usine qui n'est pas seulement symbolique, parce qu'elle est fortement... c'est un danger à la fois radioactif, mais c'est un très fort danger chimique également. C'est une usine qui est également classée ICPE. Donc cette usine qui est aux portes de Narbonne inquiète fortement les populations, et donc depuis maintenant plusieurs années, le travail de Vigilance Malvésie, que Bruno aussi il peut peut-être en parler parce qu'il est fortement impliqué, hein. Donc on essaye de porter au niveau de la population un certain nombre de choses qu'on met en évidence. Ça demande un budget. Et on a une association, une fondation qui nous a aidés depuis le début. Après les premiers financements dont je vous ai parlé, on a réussi à décrocher un financement assez fort par une fondation qui s'appelle Un Monde par Tous, et qui depuis fait que ce boulot, ça fait maintenant 6 ans, et on a encore un peu de budget pour démarrer encore pendant 1 an, voire 2, et on va essayer de faire durer, quoi, parce que on voit que par exemple il y a eu des épisodes Cévenol là importants, et il y a eu des rejets d'eau qui ont été non traités. L'usine a été obligée de déborder par toute cette eau, c'est le cas de le dire, à déverser sans traiter cette eau alors qu'elle est passée dans les bassins, quoi. Est-ce que tu veux rajouter? Merci Didier, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ce que je veux juste rajouter, c'est que c'est comme dans beaucoup de ces dossiers, ce qui est vraiment super, c'est le collectif, c'est-à-dire dans ce groupe Vigilance Malvésie, chacun apporte une compétence. Il y a des gens qui sont compétents, par exemple, sur la prise de vue, caméra. Il y a des gens qui sont compétents sur le terrain pour aller faire des prélèvements. Il y a des gens qui sont compétents plutôt dans la stratégie, dans la communication, etc. Et c'est vraiment ça qui est super quand on peut établir ça dans la durée. Et donc, ce qui est chouette aussi, c'est qu'au niveau de la structure CRIRAD, le dossier va être repris par Marion, et donc il y aura une continuité de ce dossier, parce qu'on est loin, c'est comme dans toutes ces problématiques de nucléaire, on est confronté à un temps très très long. Il faut se battre pendant des années, des décennies et des décennies, parfois pour obtenir un petit point d'amélioration. Je pense en particulier là, au combat sur les mines d'uranium. Et je voudrais remercier Didier pour son engagement, parce que c'est toi qui tiens, quand même, tu n'es pas tout seul, mais c'est toi qui tiens le collectif Mines d'Uranium. Et puis remercier Michel d'être venu nous parler de ce qu'il a vécu. Est-ce que tu veux, Michel, aussi juste dire que tu as dû voler ton dossier médical pratiquement? Non, parce que c'est important que les gens sachent qu'on en est là. Avant la loi Kouchner, mon dossier médical, je l'ai pris au bout des mains à mon médecin traitant. Le président du tribunal de sécurité sociale, il me dit: comment vous avez pris votre dossier médical, monsieur Leclerc? Je l'ai volé, monsieur le président. Je pense que c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, il n'y a personne qui ose rien dire. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, je ne comprends pas. Voilà. Quand on a quelque chose, il faut le dire.
On est dans un pays relativement démocratique encore. J'espère que ça va durer. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'on est quand même face à une industrie et au pouvoir de l'argent, et que effectivement tu dis il faut tenir les collectifs, il y a tout ce travail. Moi aussi j'attache beaucoup d'importance à monter des équipes, mais aussi des équipes humaines, quoi. Et je veux dire, quand on travaille dans une usine comme celle de Narbonne à Malvézy et qu'on rencontre des gens comme les gens de la CRIRAD ou des gens comme Michel, en fait on lie des relations d'amitié, et c'est aussi ça qui nous porte. Et c'est aussi ça la relation humaine, c'est aussi ça qu'on a à créer, et c'est aussi ça le monde qu'on veut leur montrer, que voilà, de respect, d'humanisme, de combat aussi, et je trouve que c'est aussi ça qui nous porte, quoi. Hein. Merci à vous. Donc on va passer au dernier plateau. Donc on va avoir un dernier changement de plateau. Donc cette fois-ci, c'est Marion qui va venir à la tribune et Franck Marion. Donc c'est que des Marions. Donc on va commencer par laisser la parole à Franck qu'on est ravi d'accueillir. Merci beaucoup. Voilà, c'était pareil, je ne sais pas si ça marche. Si ça fonctionne, je ne suis peut-être pas assez près. Voilà, c'était pas complètement prévu que je vienne m'exprimer à cette table, mais bon, voilà, je fais partie d'une association, donc c'est l'occasion aussi de la mettre en avant. Donc Ma Zone Contrôlée, c'est une association fondée par Gilles Reynaud, qui était sous-traitant du nucléaire, qui est malheureusement décédé brutalement en pleine activité de militantisme, alors qu'il rentrait de la conférence d'Éclis en octobre 2024. Malheureusement, il a fait une crise cardiaque dans le train et il est décédé à 58 ans. Tout ça pour dire aussi que le militantisme, c'est dangereux des fois aussi. Hein. Il faut penser à soi aussi, il ne faut pas penser qu'aux autres. Il faut aussi, si on veut que le militantisme il tienne dans la durée, il faut vraiment penser à soi aussi. Voilà, donc là, l'objet de Ma Zone Contrôlée, c'est un petit peu, comment je pourrais dire, quand on est formé aux notions de radioactivité, on nous dit toujours, les formateurs, ils nous disent toujours la radioactivité, elle est inodore, incolore et sans saveur, et c'est ça qui la rend dangereuse. Et bien, malheureusement, je crois que dans l'industrie nucléaire, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec les sous-traitants, en fait. Les sous-traitants, on essaie de les cacher, on essaye de ne pas montrer leur activité, on essaye de fermer la boîte, en fait, pour pas voir ce qui se passe à l'intérieur, pour pas voir comment fonctionnent les rouages de cette machine-là. L'essentiel, c'est que ça produise, en fait. Et les sous-traitants, ils sont parfois maltraités au mépris de leur vie sociale, parce qu'on est dans une grande précarité, souvent, avec les questions de grands déplacements, les questions d'accès et d'habilitation qui ne sont pas toujours faciles à obtenir et faciles à perdre. Les problématiques de contamination, les problématiques d'irradiation, les problématiques de maladies professionnelles qui arrivent parfois avec des années de retard, souvent quand les gens sont sortis du circuit professionnel et qui ont d'autant plus de difficultés à faire reconnaître leur maladie. C'est pour ça que les associations comme l'association Henri Pézeral est hyper importante. Ça permet aussi aux personnes de se sentir moins seules et de pouvoir faire avancer leur dossier et de faire respecter leurs droits. Ma Zone Contrôlée, elle se place à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elle souhaite désinvisibiliser les sous-traitants du nucléaire, montrer la réalité de l'activité. Hein. C'est pas déshonorant de montrer l'activité des sous-traitants, au contraire. C'est des travailleurs qui n'ont pas de statut, c'est des travailleurs qui ont une énorme précarité. Malheureusement, comme toutes les entreprises qui sont arrivées dans le secteur de la sous-traitance, on a des conventions collectives qui sont vraiment différentes et disparates. Et quand on passe d'une convention collective de la métallurgie à une convention collective des bureaux d'études, ou alors du transport, ou alors du nettoyage, pour faire globalement toujours les mêmes activités, à un moment donné, on se retrouve avec des mises en concurrence dans les appels d'offres qui se jouent en fait sur le coût salarial. Et c'est les salariés qui le payent le prix en premier, quoi. Et ça crée de la précarité supplémentaire. Et ça, il faut arriver à le combattre. Et donc le deuxième objet de Ma Zone Contrôlée, outre
fédérer les travailleurs sous-traitants via notamment une page Facebook qui est très active et notamment qui est animée par Yvon, le fameux Yvon dont on a parlé, qui a fait l'objet d'un documentaire qui a été projeté à Valence. Le but aussi, c'est de promouvoir des mesures et des recommandations d'amélioration de la situation. Et donc on a travaillé sur un cahier revendicatif, comme chez les syndicats, ça marche pareil, avec un certain nombre de points, et des recommandations et des propositions pour faire évoluer l'encadrement de la sous-traitance de manière à rendre vivable la vie des travailleurs sous-traitants du nucléaire. Merci. Juste ce cahier de revendication, du coup, si on veut c'est possible d'en prendre connaissance en fait. Oui, le cahier historique, il est sur le site internet de Ma Zone Contrôlée. Et après, moi, il y a eu un échange avec Dominique Malvaux sur un certain nombre de documents, et je crois qu'il a reçu le document avec les 23 propositions qu'on a fait à un certain nombre de députés qui travaillent sur une proposition de loi. Voilà. Merci beaucoup. Et comme toute association, il faut la soutenir, il faut adhérer, il faut faire des dons. C'est comme ça que ça peut fonctionner, comme la CRIRAD, quoi. Voilà. Et si on peut se rapprocher aussi de la CRIRAD pour partager en fait sur la question des conditions de travail et aussi des informations, de partage d'informations entre l'extérieur et l'intérieur, parce que c'est là que ça se joue. On est tout à fait prêt à collaborer et bien sûr à coopérer. Avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Donc, comme il nous reste un petit peu de temps, on va pouvoir vous parler de cette expo Nucléaire et Eau, ou plutôt de la manière dont ça s'est mis en place. En fait, l'idée, c'est que vous l'avez vu à travers les exemples des mines d'uranium et de Malvésie. Le travail de la CRIRAD, ça passe par un travail de collaboration avec des associations locales, par un travail de mesure, un travail de laboratoire.